Quand les enfants travaillent 13 heures par jour, quel temps leur donne-t-on pour le souper? On ne leur en donne pas. Ils travaillent tout le temps. De 1h moins quart de l'après-midi jusqu'à 9h du soir. Quelquefois, ils nous laisseront aller souper pendant une demi-heure, mais généralement, on travaille tout le temps. Quelquefois, ils nous avertissent dans l'avant-midi que l'on va travailler le soir et on apporte notre souper. Ferme-t-on les portes de l'atelier pour empêcher les ouvriers de sortir? Oui, et les contremaîtres se mettent un à chaque porte pour ne pas laisser sortir personne. La personne questionnée que vous venez d'entendre, c'est un machiniste montréalais anonyme travaillant pour la Hudon en 1888 au moment de la Commission royale d'enquête sur les relations entre le capital et le travail. Alors que les entrepreneurs se disputaient des manufactures, des postes d'administrateurs et des parts de marché, nous n'avons pas encore discuté de celles et ceux qui leur ont permis d'abord et avant tout de faire fonctionner toutes ces machines et produire tout ce coton. Quelle était la vie de celles et ceux qui travaillaient à la Hudon pour Victor Hudon, Andrew Frederick Gault et tant d'autres? Vous l'aurez compris, dans ce deuxième épisode de notre trilogie sur l'industrie du textile, nous aborderons les conditions de vie des ouvrières et des ouvriers du coton à Hochelaga. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, il est encore temps. On y parle du développement des entreprises dont on continuera l'histoire aujourd'hui. Prêt pas prêt, ça part! Vous écoutez Mémoire MHM, un balado produit par l'Atelier d'histoire Merci Hochelaga Maisonneuve, et aujourd'hui, on parle de conditions ouvrières. On passera pas par 4 chemins. C'était une vie difficile, logement petit et insalubre, famille au travail, sans accès à la santé ou l'éducation, salaire bas et conditions de travail précaires et dangereuses. C'était laid. D'abord, dans la deuxième moitié du 19e siècle, Hochelaga n'est pas encore un quartier de Montréal. C'est un village limitrophe de la métropole dont le territoire s'étend de la rue d'Iberville à l'ouest jusqu'à la rue Vimont à l'est. Son développement s'accentue avec l'arrivée d'industries comme la Hudon en 1874 et on observe alors une hausse rapide de la population. À l'époque, la population du village d'Hochelaga se concentre autour d'un quadrilatère formé par les rues Désiry, Sainte-Catherine, Darling et Notre-Dame. L'hôtel de ville étant situé au centre de ce quadrilatère. Ça correspond grossièrement à l'actuel square Désiry. C'est entre autres pourquoi la Hudon va s'installer au coin de Désiry et Notre-Dame. Elle sera proche du centre où convergent et habitent les ouvrières et ouvriers. Aussi, ces conditions de vie sont directement liées aux changements majeurs dans les relations de travail qui viennent avec l'industrialisation. Martin Petitclerc nous l'explique. Ce qui change vraiment, c'est le développement de ces grandes entreprises, où là, il y a une coupure de plus en plus nette, finalement, entre, d'une part, les capitalistes, ceux qui possèdent des entreprises, et les travailleurs et les travailleuses. Donc, ce que ça produit, c'est que, d'une part, la logique de développement de l'entreprise capitaliste qui vise à se grossir pour faire des gains de productivité fait en sorte que on a tout avantage à pousser la division du travail dans une logique de plus en plus radicale, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des employés qui n'ont pas beaucoup de pouvoir de négociation à l'égard des patrons parce que leur tâche est devenue tellement simple que ces personnes-là sont aisément remplaçables. Bien que pour la majorité des employés de la Hudon, il est aisé de se rendre sur leur lieu de travail, celui-ci n'en est pas moins dangereux et précaire. Les accidents sont nombreux, le roulement des travailleuses et travailleurs est rapide, les journées sont longues et les salaires permettent difficilement de vivre. Observons d'abord les salaires et les horaires au 19e siècle. Le travail en filature n'est pas rémunéré de manière particulièrement claire et précise. Les salaires varient énormément entre les employés, changent brusquement entre les années et ne sont même pas tout le temps un salaire horaire. Si certains ouvriers sont payés aux 15 jours selon le nombre d'heures travaillées, d'autres, particulièrement les weavers, sont payés en fonction de la quantité de marchandises qu'elles produisent. Weavers, c'est le terme joual pour l'anglais weaver, soit tisserande. On les payait en fonction du nombre de verges de tissu qu'elles produisaient ou du nombre de machines qu'elles surveillaient. Pour les employés plus réguliers, à la Hudon avant 1880, le salaire hebdomadaire pour les hommes se situe entre 7 et 8 piastres, les femmes autour de 4,50 et les enfants autour de 1,20. En 1889, près de 10 ans plus tard, on voit que les salaires des hommes ont baissé pour se rapprocher de celui des femmes, mais celui des enfants n'a pas bougé. Plus tard et jusqu'au début du 20e siècle, ces salaires moyens connaissent des hausses, mais aussi des baisses,
Comme quoi les salaires restent toujours arbitrairement liés aux fluctuations du marché. Mais leur revenu peut aussi être mis à mal par les amendes. L'entreprise se réservait le droit de retirer à même le salaire des employés des sommes qui se comptaient généralement à coût de 10 à 25 cents. Toutes les raisons étaient bonnes et tout le monde y passait, peu importe la tâche ou l'âge. Travail effectué trop lentement, matériel échappé sur le plancher, machine mal opérée et j'en passe. On en écoute un exemple. Si les filles qui sont employées dans l'établissement se servent de certains morceaux de papier pour friser leurs cheveux, est-ce qu'on leur impose une amende? Oui, voici un de ces morceaux de papier, et si une fille s'en sert pour friser ses cheveux, on lui impose 25 cents d'amende. Ce papier ne vaut rien, mais l'amende est imposée pour les empêcher de se servir de ce papier-là. Ont-elles été obligées de payer ces amendes? Oui, toujours. Chaque fois qu'elles ont été prises, elles ont toujours payé l'amende. Durant la même période, la moyenne des heures travaillées par les ouvrières et ouvriers est de 60 heures par semaine, bien qu'il y ait eu des périodes où le travail se poursuivait certains soirs, rallongeant la semaine à 64 ou même 67 heures. On rentrait à la filature à 6h30 du matin et on la quittait à 18h15 en ayant eu un gros 30-45 minutes pour dîner. Mais n'allez pas croire qu'il y a une cafétéria. On mange à son poste, à côté des machines. Le samedi, on ne travaille que l'avant-midi et le dimanche, c'est congé. Autrement, à l'exception de Noël et du jour de l'an, on travaille tous les jours de l'année. Les mercredis, on fait souvent du temps supplémentaire. On finit alors à 21h et les enfants aussi. Un machiniste de la Hudon raconte même que ceux-ci sont rarement payés pour ces heures supplémentaires. 19h30, ton dîner est loin, t'aimerais prendre le temps de souper. Prends ton mal en patience, les portes de la shop sont barrées, puis les contremaîtres les gardent. Tu mangeras passé 21h. Écoutez David Morris, un des directeurs de la Hudon, à la Commission royale d'enquête. Je ne le pense pas. Les ouvriers travaillent 10 heures par jour. Bien que ce soit là une longue journée, le travail n'est point pénible. Les ouvriers ont l'après-midi du samedi. Ce jour-là, la fabrique ferme à 1h. Je travaille bien plus longtemps moi-même, je puis vous l'assurer. Ce qui nous amène à un prochain point. C'est dangereux de travailler à la filature. Cette histoire de la condition ouvrière n'en est pas une belle. Je commencerai donc en précisant que cette section sera sans doute la plus intense. On y traitera des risques pour la santé, des accidents que subissent ouvrières et ouvriers et l'impossibilité pour eux de recevoir des soins. Tenez-vous bien, ça part. Avec les journées de 10 heures dont on parlait tantôt, on peut déjà s'entendre qu'il y a là un danger physique assez grand. Ajoutez à cela qu'on y travaille debout et que pour travailler le coton, les salles de la filature doivent être chauffées puis fortement humidifiées. C'est un lieu physiquement éreintant. En plus d'être chaud et humide, les filatures sont réputées pour leur manque d'aération et de ventilation, ce qui est encore plus difficile parce que le coton fait beaucoup de poussière dans l'air. Bien que nous n'ayons pas de statistiques traitant expressément des filatures de Schlaga, une étude réalisée au début du 20e siècle à Fall River, dans le Massachusetts, révèle que les taux de mortalité dus à la tuberculose est 104% plus haut chez les fileurs et 207% plus haut chez les fileuses. Leur condition pulmonaire en est donc certainement affectée. Avez-vous entendu des jurements ou autres langages obscènes dans la fabrique? On ne peut presque rien entendre quand ça marche. On n'entend pas ces affaires-là. Personne ne se permet de jurer dans cette fabrique. Peut-être qu'il y a quelques-uns qui se le permettent. Moi-même, j'ai pu me permettre de dire un sacre quelques fois. Mais il y a assez de bruit qu'on n'entend pas. Aussi, comme vous venez de l'entendre, la machinerie bruyante fonctionne en permanence, ce qui empêche les travailleuses et travailleurs de se comprendre. Il n'est pas surprenant que des enfants soient devenus sourds à force de travailler dans la filature, selon le témoignage d'un ouvrier. C'est chaud, ça respire mal, c'est bruyant, quoi d'autre? Ben, les machines sont dangereuses. Bien que les accidents de travail mortels soient plus rares, les accidents qui ne causent pas la mort sont très nombreux et peuvent mettre rapidement fin à l'emploi d'une tisserande ou d'un tisserand. La perte d'un doigt, d'une main, d'un bras parfois, a pour conséquence de mettre à pied l'employé qui ne peut plus travailler le temps qu'il ou elle s'en remette. Il faut se remettre en contexte qu'au 19e et au 20e siècle, début du 20e siècle,
tout est payant. Alors, on est bien avant l'État-providence. Il n'y a pas d'assurance maladie. L'assurance maladie arrive en 1969. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. Donc, avant ça, les frais médicaux, les frais de médecin, les médicaments, tout est payant. Et donc, pour une classe ouvrière où, pour la grande majorité des gens, la couverture des besoins de base, que sont se loger, se vêtir, se nourrir, est difficilement atteint, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça impliquait d'avoir recours aux médecins, d'avoir recours à des soins. Pour reprendre un exemple qui est donné dans l'ouvrage de Bettina Bradbury, qui est une historienne qui a travaillé spécifiquement sur les conditions de la classe ouvrière à la fin du 19e siècle. Elle donne l'exemple d'un homme qui s'était attiré une dette de 55 $ pour payer les 2 médecins qui avaient traité sa femme. Et on dit qu'un ouvrier non qualifié gagnait environ 1 $ par jour. Alors, cette dette-là, pour des soins médicaux, représentait presque 2 mois de salaire. C'est le retour de Marie-Ève Arton, sociologue historienne, qu'on a entendu brièvement dans le premier épisode. Et quel retour, hein? Elle va nous aider à y voir plus clair dans la suite de l'épisode. On disait donc qu'avec le peu de soins facilement accessibles, ces blessures peuvent prendre du temps à guérir ou empirer. Et le plus fou dans tout ça, c'est que les blessés qu'on retrouve en plus grande quantité dans les données ont moins de 20 ans, la plupart ne sont même pas majeurs. On peut alors se demander, y en a-tu des lois du travail? Ben, pas vraiment. La syndicalisation et l'organisation ouvrière en est encore à ses balbutiements au Québec. Les lois du travail sont au mieux inefficaces, au pire absentes, et les recours que les travailleuses et travailleurs pourraient intenter nécessitent de l'aide juridique dispendieuse et souvent motif de renvoi. Par exemple, avant 1885, il n'y a pas de limite d'heures de travail par jour ou par semaine. C'est l'entreprise qui mène tout. À partir de 1885, la province de Québec adopte l'Acte des manufactures, une première loi qui encadre certains aspects du travail en manufacture, dont l'horaire pour les enfants. Dorénavant, ce ne sera pas plus de 10 heures par jour et 60 heures par semaine. Certaines conditions s'appliquent. S'il y a un bris qui ralentirait la production, l'entreprise peut prolonger l'horaire à 12h30 par jour et 72h30 par semaine pour une durée d'1 mois et demi. L'Acte des manufactures fixera aussi l'âge minimum des enfants pouvant travailler. En 1885, c'est 12 ans pour les garçons et 14 ans pour les filles, mais ce sera souvent transgressé, bien sûr. En ce qui concerne les blessures sur les lieux de travail, il faut attendre 1909 pour que le gouvernement provincial légifère et offre des indemnisations pour les blessures mortelles ou handicapantes. Avant cela, il n'existe aucune forme d'indemnisation des travailleuses et travailleurs pour le salaire perdu. Au contraire, bien souvent, les entreprises renvoyaient tout simplement leurs employés. Scandale! Quels odieux personnages! Voyons donc! Ben oui, il n'y avait aucune loi protégeant les ouvrières et ouvriers des renvois abusifs. On était renvoyés pour tout et n'importe quoi. Il existait néanmoins une faible possibilité. Si les blessés prouvaient que c'est à cause d'une négligence de l'entreprise et de l'employeur qu'ils s'étaient blessés, ils pourraient toucher une indemnisation. Mais lorsque les blessures graves étaient déclarées par l'employeur, on y inscrivait souvent comme cause l'inattention ou la mégarde de l'employé, même lorsqu'ils étaient enfants. Autrement dit, c'était presque toujours la faute des blessés s'ils s'étaient blessés. Pour réussir à prouver la culpabilité de l'employeur, il fallait trouver l'argent pour le poursuivre, se présenter en cour, si possible avec un avocat crédible et surtout avec des témoins. Disons que c'est difficile de trouver des anciens collègues qui sont prêts à risquer leur emploi pour témoigner en ta faveur. Puis pour comprendre des procédures juridiques, il faut déjà savoir lire, ce que peu d'ouvrières et ouvriers peuvent faire à l'époque. Les enfants à Montréal vont quand même à l'école, mais aller à l'école a besoin d'être défini, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement une fréquentation qui est continue. Et donc, ça va toucher des enfants, particulièrement là, ceux qui sont âgés en bas de 11 ans, donc qui vont fréquenter l'école. Et on parle aujourd'hui d'école à 2 vitesses, mais à l'époque, l'école n'est pas gratuite. Donc, pour une famille ouvrière, envoyer des enfants à l'école, ça a un coût considérable. Et souvent, l'exemple qui va être donné aussi, c'est le fait de vêtir les enfants convenablement pour aller à l'école, ça représentait un coût supplémentaire.
Il va néanmoins y avoir des communautés religieuses qui vont offrir des classes pour scolariser les enfants de manière gratuite. Mais bon, les témoignages disent qu'en termes de contenu et en termes d'organisation, je veux dire, il y avait les classes des gens qui ne payaient pas, puis il y avait les classes des gens qui payaient. Donc, là, on est vraiment dans deux types de formes de scolarisation. Mais donc, il y a certains témoignages qui disent que certaines familles pouvaient envoyer des enfants aussi jeunes que 4 ans, 5 ans. Donc, ça faisait quasi office de garderie, finalement, pour soulager un peu. En continuant brièvement sur l'éducation, à Hochelaga avant 1900, seules 2 écoles publiques sont accessibles. L'école Saint-Joseph, tout petit bâtiment proche du centre villageois, et le collège commercial Saint-Joseph. Comme le disait Mme Arton précédemment, à Hochelaga aussi, ce sont des religieux qui donnent les classes. Les sœurs de Saint-Nom-de-Jésus et de Marie s'occupaient de l'école Saint-Joseph et les frères de Sainte-Croix du collège commercial. Malgré cela, vous l'aurez compris, la scolarité des enfants dépasse rarement la 3e ou la 4e année et ce n'est pas bien surprenant. À classe sociale égale, les Canadiens français envoyaient leurs enfants à l'école autant que les Anglo-Saxons. Alors, le fait que les enfants canadiens français fréquentaient moins l'école, c'est un effet de classe, c'est pas un effet de culture. C'est parce qu'on a une surreprésentation de la classe ouvrière au sein au sein du groupe canadien-français qu'on observe ceci, mais c'est pas marqué par la culture canadienne-française. S'ils vont moins à l'école, c'est que les enfants sont souvent mis au travail afin de participer le peu qu'ils peuvent aux revenus familiaux, ce qui nous amène à discuter de la famille ouvrière au 19e siècle. D'abord, la famille ouvrière est bien loin des familles rurales très nombreuses dont on entend souvent parler au Québec. La moyenne d'enfants par femme à la fin du 19e siècle, c'est 7. C'est pas 20. Encore une fois, ce qui caractérisait le régime démographique canadien-français, c'était la grande variabilité de la taille des familles. C'est-à-dire qu'il y avait des familles très nombreuses, mais il y avait des familles également beaucoup moins nombreuses, tant et si bien que quand on fait la moyenne, on arrive à une moyenne de 7 enfants par femme au début du 20e, mais donc on s'écarte là, du régime de pure fécondité naturelle. En somme, il faut savoir expliquer nos statistiques et ne pas oublier qu'elles représentent les grandes tendances des populations qu'on étudie. Ce moins grand nombre d'enfants s'explique par l'espace limité de la vie urbaine, la charge financière élevée qu'implique un plus grand nombre de personnes, mais aussi plus tristement par le haut taux de mortalité infantile chez les familles des fractions plus précaires de la classe ouvrière. L'historien Paul-André Linteau rappelle qu'entre 1880 et 1890 à Montréal, ce sont les enfants canadiens-français qui sont les plus représentés dans les statistiques de mortalité infantile. C'est 1 enfant sur 4 qui décède avant l'âge d'1 an. Comment explique-t-on ce drame? Notre invité présente 3 facteurs. En premier lieu, la surreprésentation des ouvriers et des ouvrières chez les Canadiens français. Donc, il y a un effet davantage de classe sociale plutôt qu'un effet culturel. Je dirais que le côté culturel ne vient pas tant du fait d'être Canadien-français, hein, il n'y a absolument rien d'essentialiste dans tout ça, mais émanerait davantage d'une pratique, en fait, de la moins grande pratique de l'allaitement chez les Canadiennes françaises. Donc, les femmes canadiennes françaises auraient eu tendance à sevrer leurs enfants plus tôt. Et donc, on sait que l'allaitement maternel protège, hein, il y a tous les anticorps de la mère qui passent dans le lait qui protègent les enfants. Et donc, les jeunes bébés canadiens-français étaient désavantagés à cet égard-là. En contrepartie du fait que les enfants canadiens-français étaient moins allaités, c'est qu'ils étaient nourris avec du lait de vache. Et donc, ils étaient aussi pénalisés par la piètre qualité du lait et par également certaines méthodes qui étaient liées aux appareils utilisés pour nourrir les poupons et donc qui nécessitaient, là, j'ai déjà vu des photographies, entre autres, je pense, dans l'ouvrage de Denise Baillargeon, que ces biberons-là étaient reliés par un long tube. Et donc, si le tube n'était pas nettoyé convenablement, donc c'était propice à la prolifération de bactéries. Donc, je vous dirais que les jeunes bébés étaient doublement pénalisés à cet égard-là. Au sujet de l'allaitement, Mme Arton expliquait que d'une part, à l'époque, on encourage le non-contrôle des naissances, donc l'arrêt rapide de l'allaitement pour retomber enceinte, mais d'autre part,
qu'il a été tabou d'entretenir des relations sexuelles lors de la période d'allaitement, ce qui a pu favoriser aussi cet arrêt. L'emploi du temps chargé et très actif des femmes ouvrières y contribue certainement, mais nous y reviendrons plus tard. Cependant, Montréal, à cette époque, c'est une ville dangereuse pour tout le monde. Pour les enfants un peu plus vieux, c'était beaucoup les accidents. Donc, on a parlé d'accidents tantôt dans les usines, mais la ville était dangereuse. Et donc, les accidents représentaient également une bonne part des causes de mortalité chez les plus vieux, des enfants un petit peu plus aventureux qui pouvaient aller jouer en des endroits qui représentaient un danger. Donc, la ville était un environnement assez hasardeux pour, je dirais, l'ensemble de ses habitants. Cela étant, Montréal est connu pour ce haut taux de mortalité infantile, mais la mortalité en général y était très élevée, et notamment pour les femmes. Donc, on pense souvent que les jeunes femmes adultes mouraient en couche, mais ce n'était pas la cause première de mortalité chez les jeunes femmes, c'était la tuberculose. Lorsqu'elles étaient les premières à prendre soin des individus malades au sein d'une famille, c'est elles qui étaient le plus exposées à tous ces virus et à toutes ces maladies, tant et si bien que ces jeunes femmes-là, les femmes de Montréal, avaient une santé qui était précaire. Évidemment, ces accidents comme ces problèmes de santé, ça nous amène vers le quartier ouvrier en tant que tel, les lieux de vie des ouvriers. On voit qu'ils peuvent être dangereux, mais ils sont aussi des espaces restreints et denses. Il va y avoir des logements des quartiers qui vont être très, très densément peuplés et des habitations qui, elles, vont être, je dirais, très exiguës également, donc très peu ventilées. Donc, ça va être l'apparition des fameux duplex et triplex avec des fenêtres à l'avant, des fenêtres à l'arrière avec la ruelle. Et donc, ça va être des conditions qui vont être propices à la diffusion des maladies. À Hochelaga, le type de bâtiment auquel Marie-Ève Arton faisait référence peuvent être reconnus sur les rues Saint-Germain et Rouville, où s'alignent les constructions cubiques à 2 étages et revêtues de briques. À la fin du 19e siècle, on voit apparaître les plus connus bâtiments à 3 étages avec des escaliers à l'extérieur, les fameux escaliers montréalais, ce qui permet d'économiser de l'espace dans les logements. En ce qui a trait précisément au logement, les familles ouvrières doivent se contenter de peu. Constitués de 3-4 pièces avec peu de ventilation, peu de lumière et sans installation sanitaire dans le bâtiment, ils offrent peu de confort. Malgré tout, ils sont souvent loués à des prix bien trop élevés pour les familles travaillant dans le textile. Les toilettes à l'extérieur dans la cour sont souvent partagées par les différentes familles habitant le ou les blocs autour. La question de l'eau courante est aussi un enjeu. Bien qu'elle soit nouvellement reliée au logement, la ville charge des factures de consommation d'eau et ça coûte cher. En guise d'exemple, en 1886 à Montréal, 4000 familles sont privées d'eau courante car incapables de payer. Malgré tout, notre invité souhaitait nuancer une idée reçue sur le surpeuplement. Je dirais ici qu'il y a un bémol à apporter parce que y a certains auteurs qui ont nuancé le fait que les logements étaient surpeuplés. Il est fort probable que les premières personnes à travailler avec les feuillets de recensement aient eu de la difficulté à bien circonscrire qu'est-ce qui était considéré comme une famille, qu'est-ce qui était considéré comme un ménage et qu'est-ce qui était considéré comme une habitation. Donc, tout ça peut avoir une incidence quand on calcule le nombre de familles par habitation et tout. Et donc, le surpeuplement n'aurait pas été le principal vecteur d'insalubrité ou de conditions médiocres des quartiers ouvriers. Dans les faits, c'était davantage des questions de salubrité. Et que c'est pratique, une sociologue qui sait lire des statistiques, hein? Bon, donc ce qu'on remarque surtout, c'est le prix souvent trop élevé de la plupart des services nécessaires aux familles ouvrières. C'est pourquoi ce noyau familial apparaît alors non seulement comme celui des individus de même famille partageant un logement, mais aussi comme celui des individus partageant un emploi pour des questions de survie. En effet, il est commun que plusieurs membres d'une même famille travaillent à la même manufacture. En 1887, dans le cadre de la Commission royale d'enquête sur le capital et le travail, un ouvrier de la Hudon témoigne des techniques de recrutement de l'entreprise. Est-il vrai que l'agent de cette manufacture va dans le district du Saguenay et amène des familles entières pour travailler dans cette manufacture-là? Oui, je sais qu'ils vont engager des gens au Saguenay. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens amenés comme cela? Oui, la plus grande partie des employés de la manufacture d'en bas sont des gens amenés du Saguenay. Savez-vous s'il est vrai que la majorité des gens du Saguenay ne savent pas ce qu'est un billet d'une piastre?
Qu'ils ne connaissent pas la différence entre les billets de banque? Je sais qu'il y en a, mais je ne pourrais pas dire le nom de ces gens-là. Savez-vous si les promesses que font ces agents sont toujours remplies? Mais elles ne le sont pas. Toute une famille. Mais est-ce que tout le monde travaillait en même temps à l'usine? Pour Marie-Ève Arton, il faut retravailler un peu le discours. Maintenant, des familles complètes, moi, comme chercheuse, je voudrais voir des preuves de ça. Aux États-Unis, les femmes mariées travaillaient davantage. C'est plus d'une femme sur 5 mariée qui continue à travailler une fois qu'elle a pris un époux. Or, au Canada, au Québec et à Montréal, c'est entre 2 et 3% des femmes mariées qui travaillent. Alors là, on est loin de dire toute la famille ensemble va travailler à l'usine. Et de penser qu'une maisonnée complète pouvait s'absenter durant toute la journée pour aller travailler à l'usine. Je ne sais pas ce qu'ils auraient mangé pour souper. Je ne sais pas qui serait allé faire les courses. Je ne sais pas qui serait allé faire le lavage. Alors, les petits plats préparés que l'on connaît aujourd'hui, ça n'existait pas à l'époque. Ou si ça existait, c'était hors de prix pour ce genre de famille-là. Donc, encore une fois, il faut juste nuancer un peu pas des exagérations, mais quelque chose qui embellit le discours. Mais on revient rapidement à ce qu'on parlait plus tôt, la question de la survie du foyer. Comme le rappellent les travaux des historiennes Susan Cross et Bettina Bradbury, les femmes et les enfants sont statistiquement plus poussés vers l'emploi lorsque les salaires sont bas, ce qui installe une relation presque de survie entre les membres d'une même famille. C'est entre autres ce qui explique qu'on retrouve beaucoup d'enfants dans le secteur industriel de l'époque, particulièrement dans les filatures. Au Québec, entre 1870 et 1890, le pourcentage de la main-d'œuvre ayant moins de 16 ans dans l'industrie du textile oscille entre 20 et 26 %. Plus précisément, en 1881 à la Hudon, les enfants forment 16 % de la main-d'œuvre. Ce portrait de la condition ouvrière ne pourrait être complet sans mettre en lumière le rôle des femmes dans l'économie de la famille et ce qu'on appellera le travail invisible. Comme on l'avait vu lorsqu'on parlait de salaire, le salaire reçu par les femmes pour leur travail en filature est la moitié de celui reçu par leurs collègues masculins. La justification de ces salaires plus bas s'explique du fait qu'on pense que les femmes n'ont pas leur place au travail et que tôt ou tard, elles devront de toute manière arrêter pour devenir des épouses et des mères. L'enjeu, c'est que même lorsqu'elles deviennent effectivement mères, ce n'est pas la fin de leur travail. En effet, le travail ménager et domestique est nécessaire au bon déroulement de la vie de famille, mais en plus, bien qu'il n'était pas reconnu comme un travail, c'était nécessaire pour que les hommes et les enfants travaillent à la manufacture. Comme le dit Marie-Ève Arton, il faut manger, s'habiller, se nettoyer et avoir le temps de le faire. Ce temps, c'est celui de la mère. Et quand on pense à la femme qui est au foyer, bien, il fallait que quelqu'un se soit levé avant pour s'assurer que tous les membres qui partaient à l'usine soient prêts à partir à l'usine, puis que quand eux reviennent, ils ont un souper. Donc voilà, donc ça faisait en sorte que les journées des femmes étaient très longues et très, très harassantes. Cela dit, bien, on pense, comme je disais tout à l'heure, les courses devaient être faites quotidiennement. Il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de moyen de conserver la nourriture. Il n'y avait pas nécessairement d'espace non plus pour stocker. Donc, une sortie par jour, à tous les jours, beau temps, mauvais temps, pour aller chercher les denrées pour préparer les repas, blanchir tous les membres du ménage, nettoyer la maison, s'occuper des jeunes enfants, s'occuper des malades. Moi, ça, c'est des tâches très, très physiques, très matérielles, très concrètes que je viens d'évoquer, mais elles avaient en quelque sorte la pression ou la charge d'être capables d'arriver et de subvenir aux besoins de leur famille et de trouver toutes les façons possibles. C'est vraiment une combinaison de types de travail, de types de ressources. Donc, oui, il y avait le salaire qui était gagné, qui était maigre, mais c'était la tâche de la femme de faire beaucoup avec peu. Faire beaucoup avec peu. Je crois que ça résume bien ce qu'on veut dire. Il est intéressant aussi de noter l'existence assez prépondérante durant cette période d'un travail domestique rémunéré. De nombreuses femmes effectuent pour le compte d'entreprises un travail de chez elles avec un maigre salaire d'appui qui consistait en la fabrication de vêtements.
En 1898, une enquête du gouvernement fédéral rend compte que ces conditions de travail sont très présentes à Montréal, puisque près de 3/4 des vêtements produits pour la consommation à Montréal sont faits par ces femmes apparemment au foyer. Ce ne sont là que quelques exemples de ce travail invisible qui assurait le bon fonctionnement de la société industrielle, mais il existait bel et bien. Bon, c'est déprimant la condition ouvrière, mais je n'ai pas terminé en parlant des femmes pour rien. Leur rôle dans le monde ouvrier et dans l'industrie du textile est particulièrement important à la fin du 19e siècle. C'est souvent de leur mobilisation que naissent les arrêts de travail, comme en témoigne l'histoire de la grève de 1880 à la Hudon. Il semble que la grève de 1880, comme la plupart des grèves de cette époque, naissent de manière relativement spontanée et se faisant manque d'organisation et de stratégie. Par spontané, on veut dire que c'est souvent un événement précis mais imprévu qui fait sauter la soupape. Dans notre cas, la première grève à la Hudon débute le 12 avril 1880. En fin d'après-midi, les employés quittent en groupe leurs machines et ne reviendront pas le lendemain. Les raisons de cet arrêt de travail? Horaires irréguliers, heures supplémentaires non payées, baisse du salaire des enfants, au fond une question d'horaire et de salaire, alors que la Hudon déclarait un taux de profit record pour l'année précédente en 1879. Le 15 avril, c'est environ 300 ouvrières et ouvriers qui se présentent à la filature pour quémander une première fois et préciser les raisons de leur grève. Le lendemain, c'est la quasi-totalité des employés de la Hudon qui reviennent à la charge avec une demande claire, 15% d'augmentation. Elles font face à un refus tout aussi clair, on leur propose seulement 1%. D'après l'historien Jacques Ferland, c'est ensuite un groupe d'ouvrières très impliquées qui prennent le relais et obtiennent une lettre légale d'un avocat montréalais verbalisant clairement leur demande. Des horaires de 10 heures maximum par jour et une augmentation de salaire de 15%. On refusera la lettre sans même la lire. Des ouvrières s'organisent pour empêcher le recours au SCAB. Une ligne de piquetage se forme, la police augmente ses effectifs sur les lieux, mais rien ne semble bouger. Arrogant, Whitehead, le gérant de la Hudon à l'époque, annonce que la fin de la grève était imminente, malgré l'absence d'offres. Surprise, surprise, en sortant de la filature, le gérant s'est fait attaquer par 3 hommes, Doyle, Labonté et Baudry, qui ne sont même pas employés. Arrêtés peu après, on peut se demander qui étaient ces hommes. Des amis des grévistes, des criminels sans foi ni loi, des mystérieux anarchistes? L'histoire ne nous le dira sans doute jamais. Le 17 et le 18 avril, des hommes influents du village réunissent les grévistes dans la salle municipale d'Ézéry, dans l'actuel square d'Ézéry. Organisés autour du curé Huet et de l'ancien maire de Schlaga, ils présentent les concessions proposées par l'entreprise. La journée de travail commencerait 15 minutes plus tard et le dîner, encore une fois, durerait 15 minutes de plus. Autrement dit, pas d'augmentation et pas d'heures supplémentaires payées. Faisant appel à des arguments moraux et religieux, le curé Huet tente de convaincre ces bonnes ouvrières catholiques de retourner au travail. Après tout, les moulins à coton de l'Ontario protestantes fonctionnent, eux. Même si la Hudon menace de fermer pendant 6 mois, les grévistes refusent toutes les propositions et répondent même au feu par le feu. Plusieurs familles pensent partir pour la Nouvelle-Angleterre. Prévoyant que la nourriture viendrait à manquer, les grévistes envoient une délégation dans la grande ville en espérant recevoir de l'aide de Joe Beef, le célèbre tavernier connu pour sa proximité avec les classes ouvrières. Le 26 avril 1880, Joe Beef arrive à Hochelaga avec une cargaison de pain frais à distribuer et un message aux grévistes. Si leurs demandes ne sont pas acceptées, qu'ils partent pour les États-Unis. Message simple mais lourd d'implications, il ne sera pas pris à la légère par les familles qui assistent au discours. D'après le journal La Patrie, c'est près de 150 ouvrières et ouvriers qui décident de quitter pour le Sud dans les jours qui suivent. Le 1er mai 1880, aussi ironique que ça puisse paraître, la grève est officiellement terminée. La Hudon produit au même rythme qu'avant. À l'exception de quelques organisatrices et organisateurs du mouvement de grève qui ne sont pas réembauchés, les ouvrières et ouvriers sont de retour à leur machine. Quand on a travaillé pendant 6 jours entiers, on est vraiment content de se payer de l'agrément. Quand on a travaillé pendant 6 jours entiers, on est heureux de sortir pour faire une bonne partie plaisir. À
Avec cette conclusion sans éclat, on peut se demander qu'est-ce que les travailleuses qui avaient initié cet arrêt de travail ont gagné. Peut-on même appeler ça une petite victoire? Ben, c'est à vous d'en juger. Les 3 hommes qui ont attaqué Whitehead, ils vont être acquittés. Ça, c'est une victoire. Plus sérieusement, par contre, après les événements d'avril, les anciens grévistes, encore solidaires de leurs anciennes luttes, ont continué à refuser de travailler leurs heures supplémentaires sans être payés, quittant leur poste plus tôt. Difficile à dire si les administrateurs de la Hudon vont accepter ce comportement longtemps, mais on peut faire l'hypothèse qu'une certaine conscience de leurs mauvaises conditions de travail marquera les ouvriers et ouvrières de la Hudon. Peut-être est-ce ça leur victoire. Ce qui nous semble certain, c'est qu'après ces troubles, les premiers dans l'industrie du coton au Québec, la filature Hudon tentera de toutes sortes de façons de calmer le jeu avec ses employés. On peut faire l'hypothèse, par exemple, que la construction des maisons Hudon sur les rues Saint-Germain et Rouville en 1882 faisait peut-être partie d'un projet de pacification avec les anciens grévistes. Les terrains pour ces demeures ouvrières avaient été achetés en novembre de la même année que la grève, en 1880. De manière similaire, on pourrait supposer à partir du travail de l'historienne Barbara J. Austin que les pique-niques annuels que la Hudon payait à ses employés avaient aussi quelque chose d'une fraternisation nécessaire après la grève. Austin raconte qu'en 1880, l'entreprise aurait offert un gros luxe inhabituel pour le pique-nique en louant un bateau à vapeur pour faire le voyage jusqu'à l'île de Grosbois dans l'archipel des îles de Boucherville. Malgré tout, la condition ouvrière n'évoluera que très peu dans les décennies après la grève, comme on l'a présenté tout à l'heure. À part la commission d'enquête de 1888, on entendra peu les ouvriers. Mais les organisations syndicales s'apprêtent à déferler sur la province et la grève de 1880 n'est certainement pas la dernière pour la Dominion Textile. Mais cette histoire sera pour un prochain épisode. D'abord, un remerciement à Martin Petitclerc et Marie-Ève Arton, professeurs respectivement à l'Université du Québec à Montréal et à Trois-Rivières. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir prêté votre voix durant l'épisode. Merci aussi à l'équipe du podcast, Olivier Dufresne et Mathieu Mazot, et merci à Clovis Lamarre pour la musique. Vous venez d'écouter Mémoire MHM, un balado produit par l'Atelier d'Histoire Mercier Hochelaga Maisonneuve. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram et YouTube. Cet épisode a été écrit et réalisé par Simon Veilleux, c'est-à-dire moi-même. Merci de votre écoute.